Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur RTI1. Voici les titres du 20h de ce dimanche. Les journées de l'administration agricole délocalisée couplées à la journée mondiale de l'alimentation ont pris fin à Bouaké. Le président du Sénat était aux côtés du ministre Mamadou Coulibaly Sangafoua pour la clôture. Le monde agricole penche pour une agriculture moins pénible, plus performante et mieux valorisée. Yamoussoukro vient d'abriter un colloque international sur l'œuvre de paix de Félix Houphouët-Boigny. Près de 30 ans après l'institution du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, la Côte d'Ivoire reflète-t-elle encore ce pays de paix? La question a été évoquée par les scientifiques au cours de cette rencontre. Des propositions ont été faites pour préserver cet héritage de paix. Nous irons en Inde pour découvrir les potentialités politiques, économiques et culturelles de ce pays. Nous visiterons le musée de Mahatma Gandhi, figure incontournable en Inde. Ce musée situé à New Delhi est le lieu où il a été assassiné en 1948. Des journalistes francophones africains invités par le gouvernement indien ont fait d'importantes découvertes. Enfin, au moins 12 personnes ont été tuées dans la ville de Beni, en RD Congo. Parmi les victimes, on compte un militaire. La population est descendue dans la rue pour manifester contre cette énième attaque en pleine ville de Beni. Bienvenue sur RTI1. Nous commençons tout de suite par Bouaké, où viennent de s'achever les journées de l'administration agricole délocalisée couplées à la journée mondiale de l'alimentation. Le président du Sénat était aux côtés du ministre Mamadou Coulibaly Sangafoua pour cette clôture. Le monde agricole penche pour une agriculture moins pénible, plus performante et mieux valorisée. Kader Sogodogo. La grande famille de l'agriculture ivoirienne est rassemblée avec elle, ses partenaires au développement. Les JAD 2018 pour les régions du Hambol, du Bélieu, de l'Ifou et de Béké s'est terminé. Pour la 7e édition, les retombées s'inscrivent dans tous les domaines. Réhabilitation et équipement des services de l'agriculture, des projets innovants pour les producteurs. Le PENIA 2 est en pleine exécution. Ainsi, en l'espace d'un an, de mise en œuvre le programme national d'investissement de deuxième génération, sur un total de 9 agropoles, 5 ont déjà été couverts par un financement. Plusieurs autres projets sont prévus dans le PNA 2. Il s'agit du projet d'appui de développement des filières manioc et maraîchères que nous avons lancé il y a un moment avec l'Union européenne pour 13 milliards. Au total, la zone que nous visitons sera couverte par plusieurs projets du PNA 2 dont le montant global des financements s'élève à 247 milliards de francs CFA. Pour soutenir la Côte d'Ivoire dans sa politique de relance agricole, la FAO, qui d'ailleurs célèbre avec le pays la Journée mondiale de l'alimentation, est partie prenante. Depuis Bouaké, le cadre de programmation agricole pays a été signé. Un soutien à la Côte d'Ivoire, mais surtout au monde paysan. Le parrain des JAD 2018, le président du Sénat ivoirien, n'a pas omis de rendre hommage à ce simple paysan qui, au quotidien, contribue à l'essor de son pays. Je voulais saluer nos braves paysans. C'est vous qui résistez à toutes les crises. Crise des matières premières, crise socio-économique, crise sociopolitique. Bravo, nos chers paysans, car c'est grâce à votre capacité de résilience que la Côte d'Ivoire tient. Médaille du mérite agricole pour les meilleurs agriculteurs, dont Daouda Soupafolo de Koïssé, Thio Fosier, actuel préfet de région de Béké. Des dons à moyens de mobilité et divers pour consolider les acquis. Une visite à des stands avant de se séparer. Rendez-vous en 2019 pour les JAD. La capitale politique ivoirienne Yamoussoukro vient d'abriter un colloque international sur l'œuvre de paix de Félix Houphouët-Boigny. Environ 30 ans après l'institution du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix par l'UNESCO, la Côte d'Ivoire reflète-t-elle encore ce pays de paix? La question a été évoquée par les scientifiques au cours de cette rencontre. Ils ont fait des propositions pour préserver cet héritage de paix. Léon Brou pour les explications. Le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, une des plus prestigieuses distinctions du système des Nations Unies. Il encourage les personnes physiques et morales qui travaillent à la sauvegarde et à la promotion de la paix dans le monde. L'UNESCO l'a institué le 15 novembre 1989 en hommage au président Félix Houphouët-Boigny. Félix Houphouët-Boigny a non seulement instauré la paix intérieure dans son pays, mais également il s'est impliqué dans les conflits qu'il y a eu en Afrique et dans les conflits qu'il y a eu dans le monde, notamment au Proche-Orient.
Les gens ont retenu son respect de l'homme, son respect de la vie, son imprégnation des réalités du terroir et son ouverture au monde et sa connaissance de tous les enjeux qui le structurent. Ces actions en 5 axes selon le présent colloque, dont la lutte pacifique pour l'indépendance, la diplomatie, la coopération, la résolution des conflits tant dans le pays qu'en Afrique et dans le monde, par Félix Houphouët-Boigny. Une somme de repères qui rejaillissait sur la Côte d'Ivoire entière comme un pays de paix. Une paix regrette toujours le colloque que les Ivoiriens se doivent de reconquérir. Il y a eu une faille de la paix dans le pays où ont été pensés le concept de culture de la paix et le prix Félix Houphouët-Boigny. Pour tout vous dire, c'est un comble que les Ivoiriens ont pour mission, et les hommes politiques en particulier, de relever, ne serait-ce qu'en hommage au président Félix Houphouët-Boigny. Car le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de l'UNESCO œuvre pour l'unité au regard du contexte politique mondial de sa création. Et la Côte d'Ivoire qui prône la paix va-t-elle abriter le siège de l'autorité de gestion du corridor Abidjan-Lagos? On le saura très bientôt. Le pays, sachez-le, a introduit sa candidature pour abriter le siège de cette nouvelle institution. Les ministres et experts du corridor Abidjan-Lagos viennent de se réunir dans la capitale économique ivoirienne. Principale résolution, la mise en place effective en décembre prochain de l'autorité de gestion du corridor. Lansini Bakayoko. Cette 11e réunion du comité de pilotage sur la réalisation du corridor Abidjan-Lagos aura permis d'enregistrer des progrès significatifs. L'achèvement de l'évaluation des offres en vue de l'étude sur le développement économique du corridor, la finalisation de la prise en compte des observations des États membres sur l'accord intergouvernemental portant création de l'ALCOMA. Le siège d'Alcoma, entendait autorité de gestion du corridor Abidjan-Lagos, sera connu en décembre prochain à Abuja, au Nigeria. Des pays comme le Bénin ou le Ghana ont manifesté leur intérêt pour abriter le siège de l'institution. Mais selon des experts membres de la mission de haut niveau effectuée à Abidjan, la Côte d'Ivoire est bien partie pour remporter la mise au regard de la qualité de son dossier. Ce projet a été un peu bloqué, mais c'est en novembre 2016, lors de la réunion d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, que ce projet a été véritablement relancé. Et nous souhaitons que ce projet aboutisse rapidement. Et la Côte d'Ivoire a tous les atouts, aussi bien au niveau des hommes qu'au niveau des infrastructures, c'est-à-dire des bâtiments pour aussi bien loger le siège, ainsi que le personnel qui va travailler. Si pour les études préparatoires, la Banque africaine de développement et l'Union européenne se sont mises en première ligne, le plan de financement du corridor Abidjan-Lagos lui-même prévoit une plus forte implication des acteurs du secteur privé. On estime à 40 millions le nombre de personnes qui vivent dans les environs de ce corridor, long de 1028 km. Autre événement qui concentre l'actualité nationale, c'est la semaine de la comptabilité bancaire à Abidjan. Les acteurs du secteur venus des pays de la sous-région ont planché sur les enjeux des nouvelles réformes réglementaires entrées en vigueur en janvier dernier. Le but est de permettre aux acteurs du secteur bancaire de mieux comprendre et mettre en œuvre notamment le plan comptable révisé. Cheikh Koné nous en dit plus. L'année 2018 est une année charnière dans la vie des banques de l'Union économique et monétaire UEMOA. On parle même des tsunamis réglementaires auxquels fait face le secteur bancaire sous-régional avec l'entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2018 de nouvelles réformes, le référentiel comptable révisé et le dispositif prudentiel. Effectivement, ça induit des changements importants tant dans la conception des stratégies que dans la comptabilisation de nos produits financiers qui sont la source de nos produits bancaires. Et aujourd'hui, nous pensons que nos établissements, notamment nos services de comptabilité et de conformité, sont prêts à affronter ces nouveaux défis. Ces réformes, à terme, visent à durcir l'activité bancaire dans la sous-région en limitant les prêts aux dirigeants des banques, en plafonnant la disponibilité de liquidités dans les établissements de crédit, mais surtout en appréciant la solvabilité des banques existantes.
La complexité de ces dispositions réglementaires nécessitait la tenue de ces 4 jours d'ateliers techniques et de conférences. Une occasion qui a permis aux praticiens des métiers de la banque de s'imprégner des mécanismes de mise en œuvre de ces réformes. Notre rôle en mettant en place cette semaine de la comptabilité, c'est de faire en sorte que toutes ces réformes soient un peu plus digestes pour les professionnels de la banque et qu'à travers une meilleure compréhension, ces professionnels puissent faciliter l'implémentation des dispositions au sein de leur banque. Nous avons été au cours de ce séminaire pour vérifier si nous sommes en train de respecter tout ce que la BCEAO exige des banques. À la clôture de cette première édition de la semaine de la comptabilité, les participants ont reçu des attestations de participation. Et toujours en économie, la direction nationale de la BCEAO vient d'organiser une rencontre avec l'Association des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire et avec la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, le Trésor et des opérateurs économiques. Au menu des discussions, la question du rapatriement des recettes d'exportation et le traitement des demandes de transfert hors zone UEMOA. Jean-Jacques Kwame nous en dit plus. Concernant le traitement des demandes de transfert hors UEMOA, soumis par les banques, la Banque centrale affirme disposer suffisamment de devises et les statistiques le prouvent. La Banque centrale dispose de réserves de change allant au-delà de 5 mois d'importation de biens et de services, alors que la norme à la matière est de 3 mois au plan international. Le dysfonctionnement du coût des transferts dans le secteur bancaire a été également abordé au cours des discussions. Il s'agit de la non-coïncidence de l'affichage des tarifs des commissions de transfert et les tarifs appliqués sur le terrain. Il est attendu des banques qu'elles se conforment à la décision 397 de la BCEAO qui veut que les banques n'appliquent pas des tarifs allant au-delà des tarifs affichés pour les transferts hors UEMOA. Ainsi, les opérateurs économiques auront la faculté de choisir entre les banques celles qui offrent les meilleurs tarifs. Autre point abordé, le taux de rapatriement des recettes d'exportation. Malgré les progrès enregistrés au cours de l'année 2018, ce taux reste en deçà de la norme de 80% exigée par les tests de l'Union. Nous étions en fin d'année dernière à 30% de rapatriement des recettes d'exportation. En fin août, nous sommes à 50% de rapatriement, mais il y a encore des efforts à faire parce que nous devons être au-delà de 80% de rapatriement des recettes d'exportation par les banques. À l'issue de cette rencontre, un comité composé de la Banque centrale, l'Association des banques, le patronat et le Trésor a été mis en place. Objectif, former, informer, expliquer et sensibiliser les différents acteurs sur la réglementation bancaire. Qu'en est-il de la lutte contre la migration clandestine en Côte d'Ivoire? Quel bilan surtout est dressé des actions engagées contre la migration clandestine par l'État ivoirien? Autant de questions évoquées dans le magazine du dimanche au journal de 13h présenté par Alvor Assa. Il avait pour invité le directeur général des Ivoiriens de l'extérieur, Konaté Isiaka. Nous vous proposons un extrait de leur entretien. La migration est un élément très complexe. Nous sommes en face d'une réalité avec laquelle il va falloir compter pour les années à venir. Nous sommes à 4822 personnes qui sont revenues exactement si nous prenons en compte le vol du 27 novembre 2015 pour lequel le chef de l'État avait instruit qu'un avion soit mis à disposition des Ivoiriens qui se trouvaient en situation d'extrême détresse en Libye pour revenir, ce qui nous met aujourd'hui au total de 4822. Certains viennent de 14 vols commerciaux et 15 vols charters. Et ensuite, il y a aussi ceux qui viennent par voie terrestre. Donc, il y a quand même un effort qui est fait au niveau de la migration irrégulière. Tout ça aux frais de la Côte d'Ivoire? Non, non, pas tout aux frais de l'État. Alors, le fonds fiduciaire de l'Union européenne, il faut bien expliquer ce que c'est. Après le sommet de la Valette, le 12-13 novembre 2015, l'Union européenne a mis en place ce qu'on appelle un fonds fiduciaire. La Côte d'Ivoire n'était pas éligible au fonds fiduciaire de l'Union européenne en 2015. Elle est éligible au fonds fiduciaire à partir de 2017. Il y a une initiative conjointe qu'on appelle FFUE OIM, donc Fonds fiduciaire de l'Union européenne OIM, où il y avait une enveloppe initiale de 2,7 millions d'euros qui sont destinés à l'Organisation internationale pour les migrations, pas au gouvernement ivoirien, il faut l'expliquer, et qui doit se charger de faire de la réintégration, du retour des personnes.
Donc nous, ce que nous faisons, c'est travailler avec l'Organisation internationale pour les migrations, l'ambassade des Côtes d'Ivoire en Libye et tous les partenaires internationaux à organiser les vols, trouver les centres de détention en Libye quand la sécurité le permet et convoyer ces personnes à travers un budget de l'Union européenne afin d'éviter quand même que cela aussi repose essentiellement sur les caisses de l'État de Côte d'Ivoire. L'État n'est pas Sisyphe, il n'est pas condamné à pousser ce rocher au sommet de la colline, il va toujours redescendre, il ne va pas toujours s'engager dans des actions pareilles. À un certain moment, il va falloir qu'on aboutisse à une certaine prise de conscience sur la question de la migration irrégulière. Moi, ce que je veux dire aux gens, quand il n'y a pas de vie, il n'y a plus rien, il n'y a pas d'espoir. Donc l'entreprise telle qui fait une étude intéressante dit que en 2030, 85% de ces emplois n'ont pas été créés. Il faut oser demain. Il faut diversifier ces opportunités. Il faut aller dans le domaine de l'agriculture. Seuls 5% des personnes revenues en Libye étaient dans le domaine de l'agriculture. Voilà, je vous conduis maintenant à l'intérieur du pays, direction la ville de Gbeleban, qui compte parmi les municipalités de Côte d'Ivoire, avec à sa tête une dame, Sita Ouattara, premier maire de la ville, et elle entend hisser Gbeleban au rang de centre économique et administratif de référence dans le Kabadougou. Mais quels sont les défis à relever à court, moyen et long terme? Élément de réponse avec Noël Nyagno qui revient de Gbeleban. Ces femmes de Gbeleban, mobilisées au lendemain des élections municipales au domicile de leur présidente, sont heureuses et elles ont raison. Une femme est élue maire de la commune à la demande de la population reconnaissante en ses actions de développement avant l'avènement de cet outil de gestion locale. Par rapport à l'acte que Hadja Sita a posé avant d'être maire, les vieux ont décidé qu'elle soit retenue comme maire de Gbeleban. Cette population est aussi consciente que seule l'éducation est porteuse d'espoir. Elle en a fait la priorité des priorités. Si aujourd'hui nous sommes là, c'est parce que nos parents nous ont éduqués, nous ont mis, il y a des enfants, on a des cadres, des hauts cadres qui font notre fierté aujourd'hui. Et à notre tour, nous voulons que l'éducation évolue pour que d'un jour à l'autre, le nombre de cadres augmente et en augmentant, il y aura beaucoup de bonheur pour Gbeleban. Joignant l'acte à la parole, un collège a vu le jour à Gbeleban et les premiers acquis sont éloquents. La proximité va bonifier le niveau de scolarisation parce que les difficultés à trouver des tuteurs très loin de cette zone, 70 km, sur piste, ce n'était pas donné. Et donc, ça faisait qu'à partir de la classe de CM2, les parents étaient découragés. Ils n'osaient même plus scolariser les enfants. Pour eux, la voie, c'était le transport, le commerce, etc. Les petits métiers. Mais avec cet établissement, l'espoir renaît. En amont de l'enseignement secondaire, l'enseignement primaire, pour entretenir le bassin scolaire à ce niveau, une insertion primaire a vu le jour. L'encadrement porte ses fruits. Lorsque je prenais fonction, nous étions à 3500. Au niveau des enfants du CP1, aujourd'hui, le recrutement que je viens de faire, qui est encore en cours, je suis déjà à 1450 enfants. Et si vous jetez un coup d'œil un peu dans la ville, vous allez trouver que, on peut dire que Gbeleban est en chantier en matière d'école primaire. J'ai été obligé de demander au cadre de tout faire pour construire la 3e école. Et cette école même est en voie d'achèvement. Seulement voilà, ce tableau prometteur est menacé par les difficultés de logement des enseignants et autres fonctionnaires. Les cadres ont décidé d'aller au-devant de cette difficulté avec un outil, l'union des cadres de Gbeleban. Nous, à Gbeleban, les cadres ont fait ce qu'ils savent faire le mieux. C'est-à-dire, ils se sont assis, ils ont posé le diagnostic, ils ont mis au point le plan stratégique de développement local de Gbeleban, du département de Gbeleban, en collaboration avec le BNET. Et les initiatives sont là. À Gbeleban, les cadres ont compris très tôt la nécessité de construire. Mais cela ne suffit pas. Des cadres ont entrepris de construire des maisons à titre commercial, qui sont donc à la disposition de ces fonctionnaires qui arrivent. Nous avons, avec la SICOJ, avec les responsables de la SICOJ, entrepris de
bâtir une cité. Au-delà de l'action des cadres pour rendre la vie agréable, à Gbeleban, les femmes souhaitent apporter leur contribution. Les femmes attendent de Madame le maire un accompagnement pour la production et la commercialisation du vivrier. Les jeunes ne sont pas en reste. Leur président lance un appel. Il faut que les jeunes comprennent que ce n'est pas pour tendre la main aux cadres ou bien aux politiciens que la réussite. Hein? Quand nous sommes assis dans les grès d'été, nous sommes à la merci des politiciens. Donc il faut faire vivre la mentalité de nos jeunes pour dire que lorsqu'on ne réussit pas à l'école, ce n'est pas une peine perdue. Un appel qui sera certainement entendu grâce à la bénédiction de l'imam de la localité et de son collège au service de la paix et du rayonnement de Gbeleban. Voilà, on s'intéresse aussi à votre santé dans ce 20h. Parlons de la lutte contre le cancer du sein. Les femmes et les hommes de médias en Côte d'Ivoire sont en première ligne dans la lutte. La deuxième édition des journées de mobilisation des médias contre le cancer du sein tenue dans la ville historique de Grand-Bassam a refermé ses portes hier samedi par des activités sportives. La RTI a battu les autres médias sur le score d'1-0. Notez que l'initiative de Ecomédia est de fédérer et de mobiliser les journalistes et tous les hommes de médias afin de porter la voix de la sensibilisation contre ce fléau. En Côte d'Ivoire, près de 1200 femmes meurent du cancer du sein du fait de l'ignorance. L'appel est donc lancé pour un dépistage afin de réduire le taux de mortalité. 3 mois après son élection comme reine de la beauté ivoirienne, Sui Fatem a reçu les clés de son véhicule, un acte qui renforce le partenariat entre le comité Miss Côte d'Ivoire et le sponsor Issa Tionayeo. Aucune contestation possible. Élue Miss Côte d'Ivoire le 2 juin dernier, Sui Fatem a désormais un véhicule pour ses déplacements. La remise des clés a eu lieu au cours d'une somptueuse cérémonie à Marcory. C'est le fruit de mon effort, bien sûr, du travail que j'ai enduré, tout ce que j'ai pu faire. Donc c'est comme une récompense en fait, et c'est plus un symbole qu'une récompense. Cette récompense est le fruit d'un partenariat entre Miss Côte d'Ivoire et un sponsor, d'où la satisfaction du président du comité Miss Côte d'Ivoire. C'est vrai, ça a mis un peu de temps, mais ils attendaient un événement heureux, le lancement d'une autre marque pour pouvoir faire cette remise de voiture. Nous avons élu 5 jeunes filles pour représenter la Côte d'Ivoire. Et parmi celles-là, nous allons choisir une qui va nous représenter à l'international. Sui Fatem, qui a succédé à Manyalia Bané, aura la lourde tâche de représenter la Côte d'Ivoire dans plusieurs concours de beauté à travers le monde. Voilà, je vous propose un voyage maintenant en Inde pour découvrir les potentialités politiques, économiques et culturelles de ce pays. Nous allons visiter le musée de Mahatma Gandhi, figure incontournable en Inde. Ce musée, situé à New Delhi, capitale indienne, est le lieu où il a été assassiné le 30 janvier 1948. Des journalistes francophones africains invités par le gouvernement indien ont fait d'importantes découvertes. Notre reporter Ami Sissoko fait partie du voyage. Birla Bhavan, c'est ici, dans cette somptueuse propriété en plein quartier résidentiel de New Delhi, que le père de la nation indienne, le Mahatma Gandhi, tombe sous les balles assassines de Nathuram Godse, un extrémiste indien le 30 janvier 1948 à l'âge de 79 ans. Transformé en musée en 1973 à la mémoire de celui qui a mené l'Inde vers l'indépendance, ce lieu de tristes souvenirs est depuis incontournable à New Delhi. Il porte le nom de Gandhi Smriti ou le souvenir de Gandhi. Les derniers mots prononcés par Gandhi, c'était Hey Ram. Hey Ram, ça veut dire, Ram c'est un dieu, donc il a pris le nom de son dieu préféré, juste avant de mourir. Au-delà de tout ce qu'on apprend dans les livres, il faut vivre la réalité. Donc ce grand homme politique et spirituel qu'on appelle Gandhi, on a eu la chance aujourd'hui de vivre son histoire. Le Mahatma Gandhi, c'est un personnage qui a fait le tour du monde, surtout à cause de sa philosophie de non-violence, qui a inspiré beaucoup de leaders en Afrique et aux États-Unis, particulièrement Martin Luther King, qui a mené une lutte héroïque sans avoir une seule fois versé dans la violence.
Donc nous retrouver dans la maison du père de la non-violence, c'est beaucoup d'émotions ressenties. C'est dans cette chambre, modestement équipée, que le Mahatma a passé les 144 derniers jours de sa vie. Gandhi passait ses journées à écrire, filer du coton ou rédiger ses pensées et réflexions sur des grandes questions comme l'indépendance de la nation indienne, la lutte contre le sous-développement. Les visiteurs du musée peuvent encore contempler les effets personnels du Mahatma bien conservés et encore disposés comme s'ils étaient il y a 70 ans. Ses lunettes, sa canne, sa montre, entre autres. Pour perpétuer sa mémoire, son histoire est enseignée à la jeune génération. Sa vie et sa philosophie de non-violence retracées dans ce musée. C'est des choses qu'on a eu l'habitude de voir dans les livres, mais venir jusqu'au lieu même où l'histoire s'est passée, c'est vraiment émouvant, c'est très instructif. Nous avons découvert le bureau où il travaillait, il menait ses politiques, ses affaires politiques, tout ça, donc c'est impressionnant. Quand il n'était pas occupé à ses réflexions profondes, le Mahatma Gandhi était à la prière. C'est d'ailleurs sur le lieu de prière qu'il fut assassiné. À l'endroit précis a été érigé un petit mémorial en forme de véranda à laquelle le visiteur accède en suivant ses pas reconstitués. C'est à cet endroit même qu'il est tombé. Le Mahatma Gandhi était venu offrir sa prière. Il était accompagné de deux de ses disciples. Et quand il est arrivé à cet endroit précis, tout d'un coup, dans l'assemblée, il y avait donc son assassin qui a sorti son revolver et l'a tué. En suivant les pas du Mahatma Gandhi, le visiteur peut découvrir aussi l'histoire de l'Inde qui se confond avec la sienne. Dans cette galerie est retracé en photo le long chemin qui a mené le Mahatma Gandhi vers la postérité et son pays vers l'indépendance. Voilà, je vous propose le reste de l'actualité à l'étranger. Dans le 7 sur 7, qu'est-ce qui a marqué l'actualité cette semaine dans le monde? Élément de réponse avec Gabriel Zani. Des intempéries ont frappé le département de l'Aude dans le sud de la France. Le bilan était d'au moins 14 morts et de plusieurs blessés. L'Aude a été placée en vigilance rouge en raison des fortes pluies qui s'abattaient sur le département, entraînant notamment la coupure de nombreux axes routiers. Il s'agit d'une crue sans précédent dans cette région française depuis 1891. Au Cameroun, pas de résultats provisoires avant les contentieux électoraux. Le Conseil constitutionnel doit examiner les recours déposés par les candidats au lendemain du scrutin du 7 octobre dernier. Plusieurs candidats ont officiellement déposé des recours auprès du Conseil constitutionnel à Yaoundé. Les audiences publiques commencent ce mardi. Le Conseil a jusqu'au 22 octobre pour vider ces contentieux et proclamer les résultats. Une attaque dans un collège technique de Crimée, en Russie, a fait plus de 17 morts et au moins 40 blessés. La plupart des victimes sont des adolescents. Le présumé auteur serait un élève de l'établissement en classe de 4e année. Ce dernier s'est ensuite suicidé après son acte. 3 jours de deuil ont été décrétés dans la péninsule. Au Bénin, l'homme d'affaires Sébastien Adjavon ainsi que 3 coprévenus ont été reconnus coupables de trafic international de cocaïne, une décision qui fait suite à la découverte en 2016 de 18 kg de cocaïne dans un conteneur destiné à l'une des sociétés de Sébastien Adjavon. Les 4 hommes écopent d'une peine de 20 ans d'emprisonnement et de 5 millions de francs CFA d'amende. Et puisqu'aucun d'entre eux n'était présent au procès, un mandat d'arrêt international a été émis contre eux. La défense a donc décidé d'interjeter appel. Les autorités afghanes ont décidé de repousser d'une semaine les élections législatives prévues samedi dans la province de Kandahar, située dans le sud de l'Afghanistan. Ce report fait suite à une attaque des talibans contre l'état-major sécuritaire provincial.
3 morts et 13 blessés, c'est le bilan de cette attaque. Le reste du pays a voté pour renouveler le Parlement afghan. Ce scrutin législatif est considéré comme un test crucial en vue de l'élection présidentielle de 2019. Jamal Khashoggi a été tué au consulat d'Istanbul. C'est la révélation faite ce samedi par Riyad. Le journaliste et opposant saoudien était porté disparu après une visite au consulat saoudien d'Istanbul le 2 octobre dernier. Le journaliste n'a plus donné signe de vie. 18 personnes ont été arrêtées dans le cadre d'une enquête ouverte. Le roi a ordonné la restructuration de la direction de l'Agence générale du renseignement. Au lendemain d'une attaque de rebelles à Matete au nord de Beni, dans la République démocratique du Congo, 15 personnes sont portées disparues, parmi lesquelles 10 enfants. Ce dimanche, des manifestations populaires ont éclaté dans la région pour protester contre les tueries à répétition à Beni. Depuis octobre 2014, la ville et le territoire de Beni sont la cible d'une série d'attaques attribuées aux rebelles ougandais musulmans des forces démocratiques alliées. Fin de ce journal supervisé par Jean-Jacques Kwame. Merci de votre aimable attention. Mais ne décrochez pas, suivez tout à l'heure votre film Intrigue à Babi sur RTI 1. C'est à partir de 20h05.